Bonjour, dans cette vidéo, on continue la leçon C6N3 sur la chimie organique avec les deux types de mécanismes de substitution nucléophile. Donc, au programme, on doit étudier des substitutions nucléophiles en série aliphatique. On va commencer par définir les différents termes de cette expression. Donc, substitution, tout d'abord, c'est ce qu'on abrégera dans la suite avec la lettre S. C'est lorsque, dans le substrat, un fragment de la molécule va être remplacé par un autre. Ensuite, le terme nucléophile fait référence au réactif qu'on va utiliser. Donc le réactif, je vous rappelle, c'est celui qui n'est pas le substrat. Il aura des propriétés nucléophiles, c'est-à-dire que ce sera un donneur d'électrons. Pour le préciser que c'est une substitution nucléophile, on va rajouter ici en indice un N majuscule. Ensuite, on dit que ces substitutions nucléophiles ont lieu en série aliphatique. Alors ça, c'est un nom un petit peu spécial. La série aliphatique, eh bien, c'est en fait un ensemble de molécules pour lesquelles le carbone fonctionnel va être de géométrie AX4E0 selon VSEPR. C'est-à-dire que ce qu'on va dire ici ne fonctionne que si le carbone porteur de la réactivité est tétraédrique. Du coup, quand vous aurez plus tard à chercher des sites réactifs, si vous voyez un carbone qui n'est pas tétraédrique, eh bien vous êtes sûr et certain que vous n'allez pas faire dessus des réactivités de substitution nucléophile. En ce qui concerne l'équation bilan de ce type de transformation, eh bien on va prendre dans un premier temps des notations génériques. Le substrat, on va l'écrire RY. Le nucléophile, donc le réactif, on va l'écrire nu-, puisqu'en général, les nucléophiles sont chargés négativement, mais pas toujours, on le verra. La réaction de substitution va avoir lieu entre le fragment Y, qu'on va qualifier de nucléofuge ou groupe partant, et le nucléophile nu-. Donc Y et nu- échangent leur place, et on obtient comme produit R nu plus Y-. Donc souvenez-vous, Y-, le groupe partant, il est porteur, enfin il contient des atomes électronégatifs et il s'en va du fragment R en emportant avec lui le doublet électronique. Un petit point quand même pour finir d'enfoncer le clou en termes de réactivité ici, vu que le réactif est un nucléophile, obligatoirement, dans le substrat, c'est une réactivité électrophile qui va être nécessaire. Et puisque le fragment Y comporte des atomes électronégatifs, la liaison substrat-groupement Y va être polarisée de la façon suivante, delta plus sur le carbone relié au groupe partant et delta moins sur le groupe partant. Donc, le carbone directement relié au groupe partant va jouer le rôle d'accepteur d'électrons, c'est-à-dire d'électrophile. Alors, parmi les différents mécanismes de substitution nucléophile qu'on peut envisager, eh bien, il en existe en réalité une infinité. Ce qui va différer entre eux, c'est le moment où le groupe partant se décroche et le moment où le nucléophile s'accroche. Dans le cadre du programme, puisqu'on découvre la réactivité de chimie organique, on ne va pas étudier un ensemble une infinité de mécanismes, mais seulement deux mécanismes limites qui correspondent à deux situations antagonistes. Dans une première situation, les liaisons vont se rompre et se former simultanément, ce sera la SN2, et dans une deuxième situation, il va d'abord y avoir départ du groupe partant, puis ensuite, dans un autre acte élémentaire, attaque du nucléophile. Du coup, si on essaye de schématiser un petit peu ça, ça veut dire que si on représente comme ça une espèce d'axe avec entre les deux l'infinité de mécanismes, on aurait d'un côté le mécanisme SN2, de l'autre le mécanisme SN1. Pensez à écrire que c'est l'ordre des ruptures et formations de liaison qui va fixer le côté limite de ces deux mécanismes. Entre les deux, le segment bleu, eh bien, ça correspond à un continuum de mécanismes, c'est-à-dire bien des situations intermédiaires entre celles qu'on va décrire.
Donc, pour commencer, on va débuter avec le mécanisme de substitution nucléophile bimoléculaire, et comme je vous l'ai dit, c'est celui pour lequel il va y avoir simultanément rupture et en même temps formation des liaisons. Donc pour commencer la présentation de ce mécanisme, on va débuter par écrire l'équation bilan et donner un exemple concret de réaction passant par un mécanisme SN2. Donc du point de vue du bilan général, eh bien, on peut reprendre la forme qu'on a vue tout à l'heure. RY plus nu- donne R nu plus Y-. Et d'ailleurs, cette équation bilan sera valable à la fois pour les réactions passant par un mécanisme SN2 et en même temps pour celles passant par un mécanisme SN1. Là ici, pour illustrer le type de réaction SN2, si on prend ces deux molécules, peut-on réaliser une substitution nucléophile entre ces deux-là? Et bien pour ça, on va d'abord analyser les structures moléculaires qu'on nous propose. Et cette étape d'analyse, pensez à bien le noter, c'est obligatoire. Si vous vous lancez directement dans l'écriture des produits, vous risquez de vous tromper. Prenez toujours 30 secondes pour poser votre réflexion. Là ici, sur la droite, l'oxygène avec ses 3 doublés non-liants et sa charge moins est riche en électrons. Il va donc être un site nucléophile. Sur la gauche, on a un substrat qui comporte un atome de brome, une liaison donc carbone-brome qui va être polarisée delta plus sur le carbone, delta moins sur le brome. Et donc, le carbone delta plus va jouer, lui, le rôle d'électrophile. Vous l'aurez donc compris, eh bien, le groupement relié au carbone électrophile, c'est nul autre que le groupe partant. Donc ici, l'atome de brome va jouer le rôle de nucléofuge de groupe partant. Du coup, si on fait le remplacement du brome par l'ion alcoolate, qui est le réactif, on aura ce produit qui va être formé. Là, ici, je vous mets un signe égal pour préciser que c'est une équation bilan, tout simplement. Donc, le fragment éthyle qui est ici, je le recopie. À la place de l'atome de brome, on met l'atome d'oxygène. Cet atome d'oxygène est relié à un fragment isopropyl. Et donc, on a ici formation d'une molécule de la famille des hétéroxydes et libération d'un ion bromure, Br-. Donc là, ici, c'est un exemple de réaction, et vous voyez qu'on peut utiliser une réaction de substitution nucléophile pour former des hétéroxydes. Ça, c'est quelque chose qu'on reverra un peu plus tard dans l'année. En ce qui concerne d'autres exemples, eh bien, c'est difficile de tout mettre ici dans le cours, donc ce que je ferai, c'est que je reprendrai la fiche de TD qui est disponible sur le Drive et je ferai quelques exercices pour vous montrer différents exemples de groupes partants, différents exemples de nucléophiles et comment est-ce qu'on peut établir la réactivité entre eux à chaque fois. En ce qui concerne la suite, donc on va maintenant s'intéresser au mécanisme. Le premier mécanisme qu'on va dessiner est relativement simple dans le sens où on ne va pas s'intéresser à la stéréochimie de l'attaque, c'est-à-dire on ne va pas regarder ce qui se passe dans l'espace, on va juste regarder comment les liaisons se réarrangent. Pour ça, je vous propose de reprendre l'exemple qu'on a dessiné juste au-dessus. Et concernant donc le mécanisme, première chose à noter en rouge, il faut écrire que le mécanisme SN2 est un mécanisme synchrone. Vous pouvez aussi dire concerté. Ça signifie que les déplacements électroniques de formation et de rupture des liaisons vont avoir lieu en même temps. Si on reprend donc l'exemple qui est juste au-dessus, vous voyez qu'on a ici un nucléophile chargé négativement, comme je vous l'avais dit tout à l'heure. On va écrire juste ensuite un autre exemple de mécanisme avec un nucléophile qui n'est pas chargé. Donc,
on reprend la structure du substrat, on reprend la structure du réactif. Au passage, cet ion alcoolate, il est en milieu réactionnel accompagné de son contre-ion, que j'ai décidé ici de ne pas écrire. Lorsqu'on s'intéresse donc au substrat, on a vu qu'il y avait la polarisation delta plus sur le carbone, delta moins sur l'atome de brome. Les déplacements électroniques vont se faire de la façon suivante. L'oxygène va mobiliser un de ses doublés électroniques non liants, peu importe lequel, pour venir attaquer le carbone électrophile. Cette flèche verte correspond à la formation d'une liaison carbone-oxygène. Le carbone formant une nouvelle liaison, il doit en rompre une obligatoirement, et c'est celle avec le groupe qui est le plus apte à partir qui va être rompu. Donc du coup, c'est celle avec le nucléofuge Br. Donc lui récupère les deux électrons de la liaison carbone-brome qui vont devenir un doublé non liant. L'acte élémentaire, eh bien, il est a priori renversable, donc on va mettre une flèche dans les deux sens, et on obtiendra donc le produit qu'on a vu tout à l'heure, l'hétéroxyde, plus l'ion bromure. Et souvenez-vous bien, lorsque vous écrivez ces mécanismes réactionnels, la plus grande rigueur est de mise. Vous devez mettre tous les doublés non liants qui interviennent, et ceux du début à la fin. Pensez également bien à entourer les charges formelles, à mettre aussi les lacunes électroniques pour avoir tous les points sur les mécanismes. Alors, un autre exemple maintenant, avec des molécules qui se ressemblent un petit peu, mais dans le cas où le nucléophile n'est pas une espèce chargée, dans le cas où on va prendre un nucléophile alcool, au lieu de prendre un alcoolate. Donc là, ici, on va prendre un nucléophile nu H au lieu d'un nucléophile nu moins. Et on va travailler avec... on va reprendre la même réaction, mais au lieu de prendre l'ion alcoolate, on va prendre l'alcool correspondant. On peut changer peut-être un petit peu. Allez, on va prendre une réaction qui ressemble légèrement, mais qui fait varier un petit peu. Là, ici, à la place d'un brome, je vais mettre un chlore. Ce sont tous les deux des halogènes, ils vont avoir des réactivités similaires. Donc ce sera ici le chlore qui sera le groupe partant. Et du côté nucléophile, on va prendre un alcool. On va le prendre différent tout à l'heure pour vous montrer qu'on peut changer un petit peu. On va prendre, mettons, de l'éthanol. Donc là, lorsqu'on analyse ces deux structures moléculaires, eh bien, si on s'intéresse aux polarisations des liaisons, on a ici un atome de carbone delta plus, un chlore delta moins. Sur la droite, un carbone delta plus, un oxygène delta moins. Là, on pourrait alors se dire, bah mince, il existe deux carbones électrophiles. En réalité, pas tout à fait. Ces deux atomes de carbone, celui-ci et celui-là, sont effectivement tous les deux légèrement déficitaires en électrons. Par contre, il y en a un seul et unique qui peut exprimer sa réactivité d'électrophile. C'est celui-ci. Pourquoi? Eh bien, pour le savoir, il faut regarder les groupements auxquels les carbones sont reliés. Dans la molécule de gauche, il est relié à un chlore. Le chlore, c'est une base très faible lorsqu'il est sous sa forme de Cl-, donc un excellent groupe partant. De l'autre côté, ici, eh bien, le carbone est relié à un fragment OH. Si OH récupère une paire électronique, il devient l'ion hydroxyde, HO-, pKa 14. C'est beaucoup trop élevé pour être un bon groupe partant. Conclusion, le substrat, c'est le chloroalcane, et l'alcool va jouer le rôle de nucléophile. En effet, on a un oxygène qui porte une charge partielle delta- et qui va être à même de partager ses électrons. Donc si on devait écrire la réaction entre ces deux-là, eh bien on recalque sur ce qu'on avait mis tout à l'heure. Le nucléophile mobilise une de ses paires électroniques pour attaquer le carbone électrophile. Cette flèche verte symbolise la formation d'une liaison. Et donc, vu que le carbone crée une liaison, mécanisme SN2 oblige, une liaison va être rompue simultanément. C'est celle avec le groupe partant. Donc là ici, le chlore récupère les deux électrons de la liaison carbone-chlore et va se retrouver sous la forme d'ion chlorure. Cet acte élémentaire, on peut
a priori, penser qu'il va être réalisable dans les deux sens. Donc on met la flèche vers la droite et celle vers la gauche. Donc là, ici, je commence par remettre la structure du substrat. Souvenez-vous, en chimie organique, on commence toujours par le substrat. Le chlore est parti, et cette flèche verte nous dit qu'il y a une liaison avec un atome d'oxygène. Donc c'est pour ça que j'ai mis ici l'atome d'oxygène. À quoi est-il relié? À un fragment éthyle, celui qui est là, et il est également relié à un atome d'hydrogène. Donc on a ici un oxygène trivalent. L'oxygène, lorsqu'il est trivalent, et qu'il a un seul doublé non liant, il est chargé positivement, comme dans l'ion oxonium H3O+. Donc là, on s'arrête un instant, on recompte les carbones, on vérifie que les charges globales sont les bonnes, pas de problème. Lorsqu'on regarde les deux structures qu'on a écrites, on voit ici un cas particulier, un oxygène chargé positivement. C'est quelque chose qui est instable. Et donc, un oxygène chargé positivement va avoir tendance à récupérer des électrons de façon à perdre sa charge positive. Donc, on pourrait écrire un deuxième acte élémentaire. Donc là, j'ai juste remis le substrat avec l'oxygène portant la charge plus. Et s'il veut récupérer des électrons, eh bien, il a le choix entre prendre des électrons à des atomes de carbone ou prendre des électrons à un atome d'hydrogène. On sait que l'électronégativité du carbone, elle est supérieure à celle de l'hydrogène. Sur l'échelle de Pauling, pour le carbone, on est à 2,5, alors que pour l'hydrogène, 2,2. Du coup, l'oxygène, s'il veut récupérer des électrons, c'est à l'hydrogène qu'il va les prendre. Donc on aura ici une rupture hétérolytique de liaison. Rupture hétérolytique, ça signifie qu'elle est dissymétrique. Les électrons ne se répartissent pas sur chacun des deux atomes, mais ils vont tous les deux vers l'atome le plus électronégatif. Et donc on obtiendra ici, par un acte élémentaire a priori renversable, un hétéroxyde plus un H+. Donc là ici, j'ai choisi d'écrire le mécanisme en mettant uniquement l'oxygène qui fait partir un H+. Après, suivant les conditions réactionnelles, par exemple, si on décide d'ajouter une base supplémentaire à l'intérieur, ça pourrait être une base comme la triéthylamine qui viendrait arracher ce proton et on aurait du coup sur la droite non plus H+, mais la forme protonée de la triéthylamine. Ça, c'est à nouveau des choses qu'on va voir plutôt dans les exercices. Il y a donc, pour finir donc sur ce mécanisme-là, la première étape, le premier acte élémentaire, c'est la substitution nucléophile bimoléculaire en elle-même. Donc on va rajouter sur la flèche SN2 pour bien montrer qu'on a compris que c'est cet acte élémentaire-là. Et concernant l'acte élémentaire numéro 2, eh bien, on a initialement un composé protoné. Là, ici, l'oxygène est relié à un hydrogène. À droite, le composé a été déprotoné. C'est donc une réaction acido-basique au sens de Brønsted. Donc, on rajoute sur la flèche AB pour dire que c'est une réaction acido-basique. Et ça, je vous conseille de le faire. Ça permettra de montrer à votre examinateur, que ce soit à l'oral comme à l'écrit, que vous comprenez bien ce que vous êtes en train d'écrire. Bien, donc maintenant qu'on a écrit ces deux types de mécanismes, eh bien, donc soit avec un nucléophile nu-, soit avec un nucléophile nu-H, vous voyez qu'il y a cette deuxième étape lorsque le nucléophile porte un atome d'hydrogène initialement. On va maintenant s'intéresser au profil réactionnel de la réaction. Donc pour le profil réactionnel, on avait établi ce que c'était lorsqu'on avait fait le chapitre de cinétique, plus précisément dans la leçon C4L3. Donc si jamais vous vous souvenez plus trop de ce que c'est, allez faire un petit peu de révision sur cette leçon-là. C'est la leçon dans laquelle on avait parlé de la théorie des collisions, notamment de la catalyse et aussi de la théorie du complexe activé. C'est la théorie du complexe activé qu'on a besoin ici, puisque un profil réactionnel, donc c'est le paragraphe petit c, ce profil réactionnel, c'est un diagramme en 2 dimensions dans lequel on va mettre sur l'axe des ordonnées une énergie potentielle d'interaction entre les réactifs,
donc entre réactif et substrat ici, et sur l'axe des abscisses, CR, qui, je vous le rappelle, correspond à la coordonnée réactionnelle, une grandeur géométrique qui varie continuellement lorsqu'on passe des réactifs aux produits. Le profil réactionnel qu'on va tracer, eh bien, on va essayer de le faire, pourquoi pas pour les deux réactions qu'on a vues. Tout d'abord, pour la réaction, on a le brome plus l'ion alcoolate qui donne donc on a vu que cette réaction, dont j'ai écrit ici l'équation bilan, se déroulait en un seul acte élémentaire. Sur un profil réactionnel, on va donc avoir une seule bosse. La plupart du temps, les réactifs portent ce nom parce qu'ils sont instables. Retenez bien, ça fait partie des notions clés. Lorsqu'une molécule est stable, elle est peu réactive. Au contraire, si elle est instable, elle va être très réactive. Ça veut dire que dans la plupart des cas, le système initial, substrat plus réactif, va avoir une énergie supérieure au système des produits. Donc là, les deux paliers correspondent à l'état initial et à l'état final, et je vous rappelle que lorsqu'on dessine ces profils réactionnels, il faut représenter toutes les espèces chimiques qui interviennent comme réactifs, mais également comme produits. Puisqu'on a un seul acte élémentaire, on va avoir une seule bosse pour passer des réactifs aux produits. Vous reconnaissez donc ici un profil réactionnel qui correspond à un acte élémentaire précoce. Sur lequel on va pouvoir mettre en évidence l'énergie d'activation. Donc on regarde le palier des réactifs. Et on remonte jusqu'au sommet de la bosse. Là, cette flèche rouge correspond à l'énergie d'activation, EA, que je vais appeler l'espace d'un instant EA1, pour préciser que c'est le sens direct de la réaction. Envisageons un instant la réaction en sens retour. Quelle serait l'énergie d'activation? Eh bien, d'après le principe de micro-réversibilité, le profil réactionnel ne change pas de forme lorsqu'on passe des produits vers les réactifs. Donc on peut travailler sur la même représentation, mais en lisant le schéma de la droite vers la gauche. Du coup, les réactifs seraient alors ces deux-là, et pour avoir l'énergie d'activation, on trace des pointillés et on remonte jusqu'au sommet de la bosse. On a donc ici EA-1 pour la réaction indirecte. On remarque visuellement que l'énergie d'activation -1, dans le sens retour, est beaucoup plus grande que dans le sens direct. Par conséquent, en termes de constante cinétique, la constante dans le sens direct va être beaucoup plus grande que la constante dans le sens indirect. Ça veut dire que dans le mécanisme réactionnel, tout à l'heure, on avait mis une flèche vers la droite, une flèche vers la gauche. Mais si la réaction en sens indirect est très très lente, on peut, à condition de ne pas laisser la réaction pendant 3 jours, on peut négliger le retour de la réaction. Donc on pourrait très bien ne pas du tout écrire cette flèche, ou alors on voit parfois des chimistes qui adoptent une notation un petit peu bâtarde et qui décident de mettre 2 flèches, mais celle dans le sens retour, ils la mettent plus courte pour préciser que ça va surtout dans le sens direct et le sens retour est moins rapide. Pour conclure là-dessus, je vous rappelle qu'il y a un point particulier du diagramme qui est le maximum d'énergie, qui correspond à l'état de transition du système, c'est-à-dire un état de durée de vie brève, pour lequel on associe une structure moléculaire spéciale qu'on appelle le complexe activé. Si on devait dessiner le complexe activé associé à cette transformation-là, eh bien, il faudrait mettre simultanément la formation de la liaison CO et en même temps la rupture de la liaison CBR. Si on veut parfaitement bien dessiner les complexes activés, il faut tenir compte de la stéréochimie. Et donc là, pour l'instant, ne le dessinons pas. On va prendre un exemple un peu plus complet dans un instant. Donc toujours dans le paragraphe sur les profils réactionnels, on va traiter maintenant de la deuxième réaction qu'on a vue avec un nucléophile de type NuH. Donc l'équation bilan numéro 2, on avait pris
le chloroéthane plus de l'éthanol et ont formé de l'éthoxyéthane plus Cl- plus H+. Alors, vous avez encore le mécanisme réactionnel sous les yeux. Il se déroule en deux actes élémentaires. Donc, sur le profil, on va devoir dessiner deux bosses successives. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le système des réactifs va être globalement moins stable que le système des produits. C'est ce qui fait que les réactifs se transforment en produits. C'est la force motrice de la réaction. Donc là, ici, je mets le chloroéthane, je mets l'éthanol, et sur la droite, plus bas, on va mettre l'éthoxyéthane, l'ion chlorure et H+. Vous vous souvenez également qu'on va former un intermédiaire réactionnel. L'intermédiaire réactionnel, c'est l'espèce qui était protonée, qui va libérer H+, dans le deuxième acte élémentaire. Cet intermédiaire réactionnel, donc, c'est celui-ci. La question, c'est de se dire comment est-ce qu'on va le placer par rapport au système des réactifs. Bien, analysons un petit peu ces réactifs. Le chlore, l'oxygène, le carbone, tous ces atomes respectent la règle de l'octet. Ok, donc ça, c'est plutôt un gage de stabilité. Il n'y a pas de charge formelle. Cependant, une fois que le premier acte élémentaire a eu lieu, l'intermédiaire formé comporte un oxygène O+. Donc, une charge formelle positive, c'est déstabilisant. Mais lorsqu'elle est portée par un atome d'oxygène de nature électronégative, eh bien c'est encore plus déstabilisant. Donc, très probablement que le palier correspondant à la présence de l'intermédiaire réactionnel sera plus haut que le palier initial. Donc là, ici, on aura l'éthéroxyde protoné plus Cl-. Et donc, on va avoir maintenant deux bosses qui correspondent aux deux actes élémentaires. La première qui correspond au mécanisme SN2 et la deuxième bosse qui correspond à la déprotonation de l'éthéroxyde. On a donc pour cette réaction-là deux énergies d'activation. EA, et ici on va mettre EA'. Et si on devait discuter du caractère renversable au global pour cette réaction, eh bien dans le sens retour, donc là on lit de la droite vers la gauche, vous voyez que entre le palier des produits et le palier correspondant à l'intermédiaire réactionnel, on a une énergie d'activation qui est très très grande. Et par conséquent, il est très peu probable que cet acte élémentaire là, ici, du produit vers l'intermédiaire réactionnel ait lieu. Donc, si on voulait reprendre les deux les deux actes élémentaires du mécanisme, pour le premier, on pourrait mettre la double flèche, et pour le deuxième, eh bien, on ne pourrait mettre qu'une flèche vers la droite, ou éventuellement avec une petite flèche de retour vers la gauche. Bien, donc voilà pour des considérations énergétiques. On va revenir au mécanisme, mais cette fois en prenant, comme je vous l'avais dit, des considérations sur la stéréochimie d'approche du réactif et du substrat. Donc ce qu'on va raconter ici dans le paragraphe des stéréochimies, ça doit vous rappeler ce qu'on a vu dans le DS numéro 4. Puisque dans le DS numéro 4, stéréochimie, j'ai repris l'exemple du mécanisme SN2 pour justement vous faire travailler sur l'approche spatiale du réactif vers le substrat. La réaction avec laquelle on va travailler, ce sera celle-ci. On va prendre HO- plus ce composé-là, portant ici un atome d'iode, éthyle, méthyle et hydrogène. Et on essaye de décrire la structure des produits. Première chose, on s'arrête un instant et on regarde les deux composés avec lesquels on nous demande de travailler.
Tout d'abord, sur la gauche, l'ion hydroxyde, atome d'oxygène porteur d'une charge moins, donc porteur aussi de 3 doublés non liants, très probablement, de façon certaine même, ce sera le nucléophile. Par conséquent, la molécule de droite, carbonée, ce sera forcément elle le substrat. On doit y trouver à l'intérieur une liaison carbone delta plus, groupe partant. Bien, si on analyse l'électronégativité des éléments dans le substrat, la liaison carbone-iode est polarisée delta plus sur le carbone, delta moins sur l'iode. Par conséquent, le carbone va jouer le rôle d'électrophile et l'iode, celui de groupe partant. Lorsqu'on s'intéresse à ce substrat et qu'on essaye de déterminer son descripteur stéréochimique, on applique les règles CIP. Là ici, l'iode sera numéro 1, l'éthyle numéro 2, le méthyle numéro 3. Vous voyez que judicieusement, j'ai mis l'hydrogène numéro 4 déjà vers l'arrière. Et lorsqu'on tourne dans le sens 1, 2, 3, la flèche va vers la droite. Le descripteur pour ce substrat, c'est R, pour le carbone asymétrique qui est ici. Avec des expériences de polarimétrie qui font intervenir du coup des molécules chirales, puisque étant donné qu'on a un unique carbone asymétrique dans cette molécule, elle est forcément optiquement active, eh bien, on arrive à montrer qu'au cours de la réaction, eh bien, on a un changement de l'activité optique. Plus précisément, grâce à des analyses de structure par RMN par exemple, on arrive à montrer que les produits sont ceux-ci. Et là ici, j'ai pas fait n'importe quoi, c'est vraiment ce qu'on obtient, et il doit y avoir quelque chose qui vous étonne un petit peu. L'iode est initialement sur la droite, et le fragment hydroxyle se retrouve à la fin sur la gauche. Et bien ça, en fait, ça rend compte de l'endroit où le fragment hydroxyle a attaqué. Ça veut dire qu'il s'est fixé en attaquant le carbone sur la gauche. Une considération stéréochimique est intéressante si on analyse le produit. L'oxygène, selon CIP, il est numéro 1, l'éthyle 2, méthyle 3, et lorsqu'on tourne dans le sens 1, 2, 3, on trouve que cette fois, le carbone a pour descripteur stéréochimique S. Donc il se passe des choses un petit peu spéciales, et on va essayer de les mettre en évidence tout d'abord sur le mécanisme réactionnel. Donc je prends, je vais écrire ça comme ça. Donc là, j'ai volontairement écrit le nucléophile sur la droite pour vous montrer que lorsqu'on écrit l'attaque en respectant la stéréochimie, il faut être vigilant. La mauvaise chose serait d'écrire une attaque n'importe où sur l'atome de carbone. Ça ne donnerait pas tous les points, puisque ça ne correspond pas à la description précise de ce qui se passe, et ça ne décrit pas la formation du produit. Donc ce qu'on va devoir faire, c'est préciser qu'un des doubles non liants de l'oxygène, peu importe lequel, va attaquer le carbone ici en passant dans le dos de la liaison carbone groupe partant. Cette flèche verte, on va par conséquent la qualifier d'attaque dorsale. Et cette attaque dorsale du nucléophile, sachez-le, elle a toujours lieu. On ne s'en rend pas toujours compte, notamment si le carbone attaqué n'est pas un carbone asymétrique, ça n'a pas grande influence. Et en ce qui concerne les raisons de cette attaque dorsale, pour cette année, je vous demande de l'admettre, la raison qui serait à invoquer et que vous ferez l'année prochaine utilise la théorie des orbitales moléculaires. En réalité, dans la molécule de substrat, la forme de l'orbital moléculaire qui est attaquée par le nucléophile, eh bien, elle va venir ici, au niveau de la flèche verte. Et donc, c'est pour ça que le nucléophile attaque par là. En ce qui concerne la structure des produits, eh bien, on arrive à ça. Et ce que j'aimerais qu'on fasse maintenant, c'est qu'on essaye de réfléchir un petit peu sur la structure du complexe activé. C'est-à-dire la structure moléculaire hypothétique entre les réactifs et les produits. Donc, si on dessinait notre flèche mécanistique, on va mettre le complexe activé
au milieu de la flèche pour préciser qu'il est quelque part entre les réactifs et les produits. On n'oublie pas de mettre le symbole double obel pour préciser le caractère hypothétique de la structure. Et je vous propose de regarder les groupes substituants qui restent fixés sur l'atome de carbone. Le méthyle, il est dans le plan de la représentation du côté des réactifs, il va rester dans le plan de la représentation du côté des produits. Par contre, on voit qu'il est passé plutôt à gauche du carbone vers un endroit où il est plutôt à droite. Bon, s'il est passé de la gauche vers la droite, probablement que dans le complexe activé, le fragment méthyle sera au milieu. Le groupe éthyle, il est initialement à l'avant, plutôt à gauche. À la fin, il est toujours à l'avant, mais plutôt à droite. Donc, entre les deux, il va rester à l'avant, mais être lui aussi au milieu. Concernant l'hydrogène, même raisonnement. Il va être au milieu, mais en restant plutôt à l'arrière. Ça veut dire que cette structure moléculaire, elle s'inscrit dans un plan qui serait ici perpendiculaire au plan du tableau. Et il nous reste à préciser les liaisons en cours de formation et en cours de rupture. La liaison en cours de rupture, c'est la liaison carbone-iode. Je vais la faire ici en pointillé rouge. Du côté gauche, la liaison oxygène-carbone est en train de se former. Je la fais en pointillé vert. Donc vous voyez qu'en plus de ça, je fais attention au fait de mettre l'oxygène avec une géométrie qui serait coudée, qui correspond à sa géométrie finale dans la famille des alcools. Et n'oublions pas que là, globalement, le système est chargé -1. Donc ce complexe activé sera lui aussi chargé -1. La charge moins étant localisée quelque part entre la liaison en cours de formation et celle en cours de rupture. Une fois qu'on a fait ça, eh bien, là ici j'ai pas la place, mais vous pouvez le dessiner, on obtient les produits. Il faut juste penser à mettre toutes les liaisons et tous les doublés non-liants, à la fois pour l'oxygène et également pour l'ion iodure. Alors, pour poursuivre sur cette partie stéréochimie, eh bien, vous voyez que entre le substrat et le produit, on a bougé dans l'espace la position des substituants. Bouger dans l'espace, ça signifie changer la configuration. Et donc, on va donner un nom particulier à ce changement de configuration. C'est ce qu'on appelle une inversion de Walden, en hommage au scientifique qui l'a mise en évidence. Donc l'inversion de Walden, qu'on appelle aussi parfois entre chimistes l'inversion parapluie, parce qu'elle ressemble au retournement des armatures d'un parapluie lorsqu'il y a un fort coup de vent, c'est lorsque pour un atome subissant une réaction de type SN2, on a initialement cet arrangement des atomes, Y correspond ici au groupe partant, et je vais mettre des substituants ABC, et on obtient à la fin nu avec, donc là j'ai mis C, A, B. Vous voyez que les fragments ABC ne sont plus à la même position dans l'espace, c'est ça qu'on appelle l'inversion de Walden. Méfiez-vous, l'inversion de Walden est une inversion relative de configuration. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, ça veut dire que parfois, lorsque vous faites une SN2, vous aurez un carbone asymétrique R qui deviendra un carbone asymétrique S. Donc là, c'est la configuration et le descripteur stéréochimique change. Mais parfois, vous aurez, toujours en respectant le mécanisme qu'on a tracé, un carbone R qui va rester un carbone R. On parlera dans cette situation d'une rétention de configuration.
Et on peut avoir ces histoires de rétention de configuration suivant l'ordre de priorité selon CIP des différents fragments de l'atome de carbone. Donc là, il n'y a pas 36 façons de savoir si c'est une inversion du descripteur ou une rétention du descripteur. Il faut, en appliquant les règles CIP, analyser la structure du substrat, analyser la structure du produit et conclure. Pour terminer sur cette partie stéréochimie, on va maintenant s'intéresser à la sélectivité de la réaction. Donc on parle de la sélectivité donc pour ce mécanisme SN2. On a vu avec l'exemple proposé que la molécule de substrat de descripteur stéréochimique R à 100% par hypothèse, lorsqu'elle subit l'attaque du nucléophile H-, elle subit l'inversion de Walden, et puisqu'on avait fait la détermination des descripteurs, on a vu qu'on obtenait le produit S, et ça c'est à 100%, à cause de l'attaque dorsale, obligatoire. Puisqu'on forme 100% de produit S, on peut donc qualifier la transformation de stéréo-sélective à 100%. Peut-on aller plus loin? La transformation peut-elle être stéréospécifique? Eh bien, pour pouvoir analyser ça, reprenez le substrat qu'on avait tout à l'heure et changez la position de deux groupements, par exemple de l'hydrogène et du fragment éthyle. Vous changerez alors le descripteur stéréochimique. Je note ici substrat prime lorsqu'on a inversé les deux. Le descripteur va être changé et on aura S uniquement. Si on prend un réactif donc pur de ce point de vue-là. Si vous faites attaquer l'ion hydroxyde, il va faire l'attaque dorsale et vous allez obtenir à la fin un produit dont le descripteur stéréochimique sera R, et ce, à 100% en vertu de l'inversion de Walden et de l'attaque dorsale. On s'arrête un instant et on analyse. Lorsqu'on regarde les deux substrats, puisqu'on a seulement interverti le descripteur stéréochimique du carbone fonctionnel, eh bien, les deux substrats qu'on a ici, substrat et substrat prime, sont des énantiomères. En ce qui concerne les produits, eh bien, regardez-les bien, hein, ce sont des stéréoisomères de configuration qui sont à nouveau des énantiomères. Puisqu'on a la même relation de stéréoisomérie entre les réactifs et entre les produits, la réaction passant par un mécanisme SN2 pourrait être qualifiée de stéréospécifique et plus précisément d'énantiospécifique. Donc là, je vous mets le mécanisme SN2 peut être énantiospécifique. Le terme, bien sûr, à retenir, c'est énantiospécifique. Et pourquoi j'ai mis que ça peut être? Eh bien, ce n'est pas systématiquement le cas. Ça dépend obligatoirement de la structure du substrat que vous choisissez. Si vous avez un substrat différent, eh bien, vous aurez les mêmes conditions d'approche entre le réactif et le substrat, mais vous n'aurez pas forcément de l'énantiospécificité, puisque je vous le rappelle, cette définition, elle est très très exclusive. Pour terminer sur le mécanisme SN2, un dernier petit point concerne la cinétique et l'expression de la vitesse pour ce mécanisme. Alors, concernant la cinétique du mécanisme SN2, on l'avait détaillé dans le chapitre 4, dans la leçon sur les mécanismes réactionnels, donc c'était la leçon C4L2. Je vous laisse le réviser en autonomie. On avait simplement dit la chose suivante, pour finir, que la vitesse
d'une réaction passant par un mécanisme SN2 s'écrit comme le produit de trois termes. Tout d'abord, la constante cinétique caractéristique du mécanisme fois la concentration en réactif, en substrat RY fois la concentration en réactif nucléophile μ-. Et c'est parce qu'on a ici un ordre pour la réaction qui vaut 2 qu'on qualifie ce processus de bimoléculaire. C'est le nombre de molécules dans l'étape cinétiquement déterminante. Donc voilà en ce qui concerne le mécanisme SN2, et on passe maintenant à un autre type de mécanisme de substitution nucléophile, le mécanisme SN1, en paragraphe petit 3. En ce qui concerne le plan qu'on va suivre pour ce morceau du cours, ça va se calquer sur ce qu'on a fait pour le mécanisme SN2. Et il faudra que, par exemple, si vous passez en question de cours là-dessus, que vous sachiez donner le bilan de la réaction, le mécanisme, le profil réactionnel, la stéréochimie associée à la réaction et également l'aspect cinétique. Alors, tout d'abord, en ce qui concerne un exemple. Donc, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, vous pouvez le réécrire ici. L'équation bilan générale pour un mécanisme SN1, c'est la même que pour un mécanisme SN2. On pourrait écrire RY plus nu- donne R nu plus Y-, avec les mêmes notations que tout à l'heure. Un exemple plus concret maintenant, on va comprendre pourquoi est-ce que celui-ci c'est plutôt de la SN1 que de la SN2 à la fin, lorsqu'on va comparer et qu'on va essayer de savoir dans quel cas écrire le premier mécanisme, dans quel cas écrire le second. Donc je vais prendre comme substrat celui-ci, le 2-bromo-2-méthylpropane. Je vais prendre ensuite un réactif carboné, l'ion cyanure. Encore une fois ici, je vais choisir de ne représenter que l'anion, mais il est toujours accompagné dans le milieu réactionnel d'un contre-ion, par exemple du potassium, K+. Si on analyse ces deux structures, alors tout d'abord, l'ion cyanure, on l'a déjà nommé. Il fait partie des nucléophiles classiques qu'il faut connaître. On voit qu'il est nucléophile puisqu'il y a des doublés non-liants, un sur le carbone et un sur l'azote. De plus, puisque le carbone porte une charge moins, ça veut dire qu'il a un excès d'électrons. C'est donc lui le meilleur donneur. On le voit aussi parce que le carbone est moins électronégatif que l'azote. Par conséquent, le site nucléophile, c'est cet atome de carbone. Dans l'autre molécule, vous aurez compris que c'est le substrat, on doit chercher une liaison carbone groupe partant. Bon, ben là, ici, il y a une seule fonction, c'est pas très très dur. Le carbone delta plus électrophile, il est ici, et le brome jouera le rôle de groupe partant. Si on substitue le brome par l'ion cyanure, on va obtenir, au cours de cette équation bilan, donc là je mets le signe égal, ce produit. On essaye de respecter la géométrie, puisque le carbone ici est AX2E0, donc c'est linéaire, plus un ion Ba-. Donc là, vous voyez qu'avec les mécanismes de substitution nucléophile, on peut former plusieurs types de fonctions chimiques. Là, ici, le type qui est formé, bien, c'est une fonction nitrile. Bien, donc maintenant qu'on a vu cette équation bilan pour l'exemple, on va passer au mécanisme réactionnel. Je vais me faire un petit peu de place sur le tableau, donc je vais passer ça. Alors, en ce qui concerne le mécanisme de la substitution nucléophile monomoléculaire, vous commencez par écrire en rouge qu'il se déroule en deux actes élémentaires successifs. Au cours du premier acte élémentaire, il va y avoir une rupture hétérolytique de la liaison carbone-groupe partant. Cette rupture va s'accompagner de la formation d'un carbocation.
Donc ça, ces carbocations, c'est des espèces dont on a déjà parlé, elles sont hautement instables, et on verra dans quelles conditions est-ce qu'on peut les former. Deuxième acte élémentaire, le carbocation se fait attaquer par le réactif nucléophile pour former le produit final. Donc on va continuer à travailler avec l'exemple de l'équation bilan qu'on a noté juste au-dessus, et donc on y va pour le premier acte élémentaire. Donc le substrat, c'est celui-ci. Pour le premier acte élémentaire, on n'a besoin de rien d'autre. Rupture hétérolytique de la liaison. Comment est-ce qu'on l'explique? Eh bien, elle est polarisée, delta plus sur le carbone, delta moins sur le brome. Ce brome électronégatif va pouvoir s'accaparer les électrons de la liaison qu'il fait avec le carbone. Dans ces cas-là, on écrit ce déplacement électronique, les deux électrons vont tous les deux du côté du brome. Encore une fois ici donc, rupture hétérolytique. Qu'est-ce qu'on obtient comme produit? Donc là, l'acte élémentaire est a priori renversable. Quand on a un doute, on met la flèche dans les deux sens. Le brome récupère une paire électronique, il devient un ion bromure, Br-. Qu'en est-il du fragment carboné? Eh bien, il y a le carbone central qui a perdu une liaison. Il va donc avoir une lacune électronique. Et il est relié à 3 fragments méthyl. On a donc ici ce carbocation qui va être formé. Si jamais vous avez du mal à voir qu'il y a bien un carbocation qui est formé, mettez la vidéo en pause, passez avec des notations en formule semi-développée, avec les carbones et les hydrogènes, et vous allez voir qu'il lui manque bien une liaison. Donc là, ici, carbocation et ion bromure. Ce carbocation, vous le savez, il est hautement réactif, parce qu'il est très instable. La raison est que le carbone ne respecte pas la règle de l'octet. Il n'a autour de lui que 6 électrons de valence. Donc là, ici, on va le noter, carbocation très réactif. Ça veut dire que lorsqu'on a formé cet ensemble carbocation plus ion bromure, il est très facile de revenir en arrière. C'est-à-dire que l'ion bromure peut prendre une de ses paires électroniques non liantes pour venir attaquer le carbone électrophile, et on repart au niveau du substrat. Et d'ailleurs, ce premier acte élémentaire va donc forcément être équilibré, et l'équilibre est plutôt favorable au réactif. Quand bien même, ça veut dire qu'il existe dans le milieu réactionnel une certaine fraction, même faible, de carbocation. Cette fraction faible de carbocation peut réagir suivant l'acte élémentaire numéro 2. Et donc l'acte élémentaire numéro 2, on a dit que c'était l'attaque par le carbocation, l'attaque par le nucléophile vers le carbocation. Donc on a pris ici un ion cyanure. On a expliqué tout à l'heure que c'était le carbone C- le plus partageur en électrons. Donc il va y avoir le carbone qui attaque avec son doublet non liant la lacune électronique. Cette flèche correspond à la formation d'une liaison carbone-carbone. L'acte élémentaire est a priori renversable. Donc on met une flèche à droite, une flèche à gauche, et on forme le produit de la famille des nitriles. Donc si on voulait préciser un petit peu ces flèches, on l'a vu il y a un instant, le premier acte élémentaire est plutôt défavorable à la formation du carbocation. Pour le deuxième acte élémentaire, eh bien, il est aussi défavorable au retour vers le carbocation. Donc il va surtout se diriger dans le sens direct et très très peu dans le sens retour. Puisque cet acte élémentaire est quasiment impossible à faire revenir en arrière, on aura au global une réaction SN1 qui va être plutôt non renversable. Bien, donc maintenant qu'on a vu ce mécanisme réactionnel simplifié, donc là on n'a pas abordé l'aspect stéréochimie, on a juste vu quelles sont les liaisons qui se rompent, qui se forment ensuite. On va maintenant passer au dessin du profil réactionnel.
Donc, concernant ce profil réactionnel, comme tout à l'heure, on va mettre énergie potentielle d'interaction en fonction des coordonnées réactionnelles, CR. Et puisque nous avons deux actes élémentaires dans le mécanisme, il y aura deux bosses successives sur le profil réactionnel. Comme on l'a dit déjà précédemment, l'ensemble des réactifs va être a priori un peu moins stable que l'ensemble des produits. C'est ça qui va donner la force motrice de la réaction et de la stabilisation globale du système. Donc là ici, les réactifs, on avait le bromoalcane et l'ion cyanure. Et du côté des produits, plus stables, on avait le nitrile et l'ion bromure. Entre les deux, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a un carbocation, un ion Br- et un ion Cn-. Un carbocation, c'est une espèce très réactive, donc très instable, haute en énergie, et donc le palier de cet intermédiaire réactionnel va être assez élevé. Donc là, on a le carbocation, l'ion Cn- et l'ion Br-. Si on trace le profil, on va donc avoir un premier acte élémentaire tardif et un deuxième acte élémentaire précoce. On peut mettre, comme d'habitude, en évidence les énergies d'activation dans le sens direct. Donc EA pour l'acte élémentaire 1, EA pour l'acte élémentaire 2. Et comme on l'avait vu tout à l'heure, là ici, l'énergie d'activation pour l'acte élémentaire 2 dans le sens retour. Donc ce que je vais noter EA pour l'acte élémentaire moins 2. Bien, cette énergie d'activation est si grande que l'acte élémentaire 2 est jugé, la plupart du temps, non renversable ou quasiment non renversable. Concernant ce tracé de profil réactionnel, vous voyez, on a dû réfléchir un petit instant sur la position du palier correspondant à l'intermédiaire réactionnel qui est le carbocation. Il est temps de poser quelques règles concernant la formation ou la non-formation de ces carbocations dans un milieu réactionnel. Donc là, toujours dans ce paragraphe-là, on va apprendre à positionner ce niveau, savoir s'il est plutôt très très haut ou au contraire un petit peu plus bas. Donc on va parler de la stabilité des carbocations. Donc, premièrement, d'un point de vue global, un carbocation, on l'a vu, ne respecte pas la règle de l'octet au niveau de l'atome de carbone et il va donc être réactif. Cependant, il existe différents types de carbocations. On va dire qu'il existe différentes classes de carbocations. Là ici, je vais prendre R, un fragment carboné différent de H. Suivant le nombre de groupements carbonés reliés à l'atome de type carbocationique, on définira différentes variétés de carbocations. Par exemple, si on est avec R3C+, on parlera de carbocation tertiaire. Tertiaire parce que terce, ça fait référence à 3, et on a 3 fragments carbonés sur le carbone portant la lacune. Ces carbocations tertiaires, j'appellerai ça dans la suite C indice 3 plus. Et de la même façon, on peut parler des carbocations secondaires, dans lesquels il n'y a que 2 fragments carbonés, qu'on va noter dans la suite C indice 2 plus, les carbocations primaires, avec un seul fragment carboné, et CH3+, qu'on peut appeler un carbocation nullaire,
comment faire pour savoir s'il y en a parmi eux certains qui sont plus stables ou moins stables que les autres? Eh bien pour ça, il va falloir étudier les effets électroniques qui vont enrichir ou appauvrir le carbone fonctionnel. Donc là, la clé, c'est d'étudier ces effets. Dans le cas où les fragments R sont des chaînes alkyles, ce qui sera la plupart du temps le cas. Donc là ici, je prends l'exemple d'un fragment carboné de type alkyle. Ces chaînes alkyles, on en a parlé, elles exercent un effet inductif donneur, relativement faible, mais donneur quand même. Ça veut dire que lorsque vous avez un carbocation tertiaire, vous avez autour du carbone 3 effets inductifs donneurs. Ça va réenrichir le carbone et du coup il aura une lacune électronique un peu moins difficile à supporter. Si jamais vous avez un carbocation secondaire, vous n'avez plus que 2 effets donneurs. Donc un peu moins facile pour le carbone de supporter sa lacune. Si vous avez un carbocation primaire, un seul effet donneur, et pour le cas des carbocations CH3+, eh bien dans ce cas-là, pas de chaîne alkyle, donc pas d'effet donneur. À partir de là, on peut donc conclure que les carbocations tertiaires vont être plus stables que les carbocations secondaires, eux-mêmes plus stables que les carbocations primaires, etc. De plus, dans la réalité, pour être tout à fait franc avec vous, un carbocation CH3+, ça n'existe jamais sous cette forme. Il existe des molécules déguisées qui sont des sources de CH3+. On verra des exemples dans les TD, par exemple le diméthylsulfate, Me2SO4. On peut parler de l'iodométhane, MEI. On peut aussi parler du diazométhane, un composé que vous verrez plutôt en deuxième année. Donc ça, c'est des sources de CH3+. Mais jamais vous n'êtes autorisé à écrire une structure comme on l'a mis ici. Ça, c'est seulement de la théorie. Donc là, première chose, on a étudié ici les l'effet inductif des groupements alkyles. Cependant, gardez en tête qu'il existe un autre effet électronique important, l'effet mésomère. Et donc, vous pouvez avoir un carbocation primaire. Si le fragment R est un fragment, par exemple, benzénique, vous allez délocaliser la charge plus à l'intérieur du cycle benzénique, et donc vous allez avoir une stabilisation particulière apportée par la mésomérie, et donc un mécanisme SN1 probable. Donc, comme je vous le disais, ces différentes caractéristiques, ces classements de carbocations, on reprendra ça sur un exercice du TD, où on cherchera à chaque fois, à partir d'un ensemble substrat-réactif, à analyser quels sont les sites électrophiles, nucléophiles, et ensuite on donnera également des arguments pour le choix du mécanisme, soit SN1, soit SN2. Donc là, pour l'instant, retenez juste ce qu'on a mis là, qui est plutôt l'essentiel. Alors, passons à la partie suivante, dans laquelle on va maintenant aborder le côté stéréochimie du mécanisme SN1. C'est le paragraphe stéréochimie, paragraphe petit d. Alors, pour parler stéréochimie, on va conserver encore et toujours le même exemple. Comme ça, on l'aura parfaitement décrit et vous pourrez ensuite calquer le raisonnement qu'on a développé ici sur des exemples nouveaux. Donc le substrat, c'est celui-ci, le réactif, c'est l'ion cyanure, et on formait donc ces deux produits. En ce qui concerne l'acte élémentaire numéro 1, la rupture hétérolytique de la liaison carbone-groupe partant, aucune considération stéréochimique particulière. Juste le groupe partant s'en va et c'est tout. Donc là, ici, on n'a rien à raconter pour le premier acte élémentaire. Par contre, pour le deuxième, c'est pas la même chose.
Dans le deuxième acte élémentaire, le nucléophile, l'ion cyanure, Cl-, va attaquer un carbocation. Et concernant les carbocations, si j'écris leur structure, voici une représentation donc topologique. Si on s'intéresse à la géométrie de l'atome de carbone qui est ici, il sera AX3, E0. Souvenez-vous, E, c'est pour les doublés d'électrons non liants. Ici, c'est une lacune, donc c'est bien du E0. Finalement, géométrie globale et géométrie propre sont les mêmes. Un carbone carbocationique est trigonal plan. Ok, ben, s'il est trigonal plan, on peut le représenter dans un plan. Et il est en plus porteur d'une lacune électronique et d'une charge plus. Alors là, ici, pour vous faire comprendre, même si on n'a pas fait la théorie des orbitales moléculaires, je vais vous dessiner la forme de la lacune électronique. Pourquoi? Eh bien parce que ça ressemble tout simplement à une orbitale de type P, comme on l'avait déjà vu dans le chapitre numéro 2. Donc vous avez ici développé sur le carbone cette orbitale de type P qui correspond à la lacune. Comment on va le dessiner? Je vais le mettre ici à côté. Et donc, à côté de cette lacune, donc, répartie entre les deux lobes, la charge plus. Ça veut dire que si vous vous mettez dans la peau d'un nucléophile, vous avez deux façons d'approcher la molécule, plutôt le carbocation. Soit vous allez approcher par le haut pour interagir avec la partie haute de l'orbital P, ou alors vous allez attaquer par le bas. Regardons ce qui se passe dans un cas et dans l'autre. Donc tout d'abord, je vais dessiner ici en bleu l'attaque par en haut. Donc les électrons arrivent dans la lacune, donc je fais ici la flèche au niveau du lobe supérieur, et le produit qu'on va former, c'est celui-ci. Donc là ici, lorsque le carbone va récupérer une liaison vers le haut, je le mets ici. En haut, on va mettre le fragment CN. Et les trois liaisons avec les méthyles vont être légèrement repoussées vers le bas. Voici la molécule à laquelle on aboutit. Deuxième attaque possible, je vais la dessiner en rouge, l'ion cyanure peut attaquer par le lobe du bas. Et dans ce cas-là, on aboutit à cette molécule-ci, avec rejet des trois fragments méthyl, cette fois au-dessus du plan noir qu'on avait dessiné là. En ce qui concerne le nucléophile, mettons-nous un instant dans la peau de l'ion cyanure. Imaginez ce qu'il voit lorsqu'il approche vers le haut. Eh bien, il va voir le carbone et trois fragments méthyl avec des angles de valence de 120 degrés. Si l'approche se fait vers le bas, l'ion cyanure va voir le carbone avec sa lacune et les trois fragments méthyl avec des angles de valence de 120 degrés. Finalement, les deux faces du carbocation sont scrupuleusement identiques. Par conséquent, les attaques qu'on a représentées en bleu et en rouge vont se faire de façon équiprobable. Et donc, on peut noter parfois sur les flèches de mécanisme ce petit acronyme AEP pour attaque équiprobable. Donc, dans l'exemple qu'on a considéré ici, le carbone qu'on forme n'est pas asymétrique, mais si jamais on avait formé un carbone asymétrique, on aurait eu 50% de produit R, 50% de produit S. Et donc, dans ces cas-là, dans votre copie, pensez bien à noter mélange racémique. Je vous rappelle, mélange racémique, c'est lorsque vous avez 50% des deux énantiomères qui sont formés. Pour terminer sur le mécanisme SN1, l'aspect cinétique,
Comme tout à l'heure, pour le détail du calcul, je vous laisse réviser la leçon du chapitre 4 correspondante. Je vous remets ici simplement le résultat. La vitesse d'une réaction passant par un mécanisme SN1 s'écrit comme un produit de deux termes. La constante cinétique caractéristique de ce mécanisme multipliée par le substrat RY. On avait mis en évidence quelle était la constante cinétique qui apparaît là. C'est la constante dans le sens direct du premier acte élémentaire. Donc là ici, vous pourriez noter K de l'acte élémentaire numéro 1. C'est cette étape-là qui est l'étape cinétiquement déterminante. Dans cet acte élémentaire, il y a une seule molécule du côté des réactifs, et par conséquent, c'est pour ça qu'on appelle SN1 un mécanisme monomoléculaire. Et donc, là ici, on a vu ce qu'il y avait à savoir concernant d'une part le mécanisme limite SN2 et d'autre part concernant le mécanisme limite SN1. La question qu'on va maintenant chercher à résoudre, c'est face à un exercice, comment savoir si vous devez écrire le mécanisme SN1 ou SN2? Là, le cas le plus simple, qui se posera rarement, c'est lorsque l'énoncé vous dit concrètement écrivez en suivant tel ou tel mécanisme. Dans les autres situations, il faudra apprendre à raisonner et pour ça, je vous propose de regarder le document de cours en page numéro 9, c'est le paragraphe 4. Alors, la première chose dont on va parler ici, c'est la classe du substrat. La classe du substrat, c'est comme la classe d'un carbocation, il peut être nullaire, primaire, secondaire ou tertiaire. Ça dépend du nombre de groupements différents de l'atome d'hydrogène reliés au niveau de l'atome de carbone. Donc si vous avez un substrat avec Y, le groupe partant, et 3 fragments R, qui peuvent être différents, donc on peut noter R1, R2, R3, mais là ici les RI sont forcément différents de l'atome d'hydrogène, alors, eh bien ici, on aura un substrat tertiaire. Si vous ne mettez que 2 fragments R, donc par exemple R1C, R2H et le nucléofuge Y, vous aurez cette fois un substituant secondaire. Substrat primaire, lorsque vous aurez 2 hydrogènes. Et enfin, substrat nullaire, dans le cas où vous aurez du CH3Y. Comment cette analyse peut nous permettre de choisir le mécanisme? Eh bien, pour ça, il faut envisager la formation d'un carbocation à partir du substrat. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, certains carbocations sont inexistants. Par exemple, CH3+. Donc si vous avez un composé qui ressemble à ça, un substrat nullaire, vous savez d'ores et déjà que le carbocation ne peut pas se former. Et donc, qui dit pas de carbocation, dit mécanisme SN1 impossible. Ce sera forcément du mécanisme SN2. Si vous avez un carbocation tertiaire, et bien là ce sera plutôt l'inverse. Le carbocation formé va être a priori plutôt stable. Donc, le mécanisme SN2 va être défavorisé puisque le carbocation va se former relativement facilement. Si vous avez un carbocation secondaire ou primaire, vous aurez sûrement un mélange SN1 et SN2. Pour un substrat secondaire, un peu plus de SN1 qui passe par le carbocation et pour l'autre, un peu plus de SN2. On va résumer ça à la fin dans un petit tableau. Le deuxième point qu'on va voir, c'est l'encombrement stérique des chaînes latérales. Donc les chaînes latérales, c'est celles qu'on a notées ici, R1, R2, R3. Dans le cas où vous avez des chaînes qui sont très petites, par exemple des fragments méthyle, peu volumineux, eh bien, le carbone fonctionnel portant le nucléofuge va être facile à atteindre par le nucléophile. Si ce carbone fonctionnel est facile à atteindre, ça signifie qu'un mécanisme SN2 est envisageable. Au contraire, si vous avez un carbone qui est dans une région de l'espace très encombrée, eh bien, vous aurez plutôt un mécanisme SN1. Pour illustrer ça, on peut noter ces deux exemples. Si vous prenez
donc un fragment CBr, avec Br qui va jouer le rôle ici de nucléofuge, et que vous mettez sur ce carbone, on va mettre hydrogène, hydrogène, méthyle. Le méthyle CH3, c'est relativement petit. Si vous mettez la même liaison carbone-brome, mais avec un environnement stérique différent, méthyle, 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 eh bien, si vous vous mettez dans la peau d'un nucléophile, il sera plus facile de se frayer un chemin près du carbone dans le substrat primaire que dans le cas du substrat tertiaire. Alors ensuite, point suivant qui concerne les nucléophiles. Donc d'abord, nature et concentration des nucléophiles. On va commencer par dessiner une échelle de nucléophilie, c'est-à-dire un axe qui va nous permettre de classer les bons nucléophiles et les mauvais nucléophiles. Et donc l'échelle est ici en bas du tableau. On a mis sur la gauche les nucléophiles plutôt nuls et sur la droite les nucléophiles excellents. On va préciser quels sont les atomes engagés dans la nucléophilie. C'est à chaque fois les atomes porteurs de doublés non liants susceptibles de partager des électrons. Dans le cas tout d'abord, ici à gauche, des acides carboxyliques, l'atome nucléophile, ce sera l'atome d'oxygène avec ses doublés non liants qui sont là. Vient ensuite un nucléophile assez mauvais également, l'eau, avec les doublés non liants sur l'atome d'oxygène, et les alcools ressemblent structurellement à l'eau, on a juste changé un hydrogène par une chaîne alkyle, c'est des nucléophiles plutôt mauvais également. Pour autant, ils peuvent quand même être utilisés à condition d'avoir une concentration très très élevée, c'est ce qu'on va voir dans un instant. Des nucléophiles moyens maintenant, l'ion fluorure, porteur de 4 doublés non liants, et les ions les ions carboxylates ici, avec la charge moins qui est ici portée par l'oxygène du bas, mais souvenez-vous qu'il existe des formules mésomères qui délocalisent la charge moins entre les deux atomes d'oxygène. Les ions chlorure sont également de bons nucléophiles, l'ammoniac un bon nucléophile aussi, et là sur la droite, on a d'abord cette colonne-là qui sont des très bons nucléophiles, l'ion bromure, l'ion hydroxyde, HO-, les ions alcoolates, RO-, par les doublés non liants présents sur l'atome d'oxygène, et l'ion cyanure par le doublé non liant présent sur l'atome de carbone. Donc tout ça, c'est des très bons nucléophiles. Et les excellents nucléophiles, ce sont les ions iodure et les analogues soufrés des alcoolates qu'on appelle l'éthiolate. L'éthiolate, le soufre, là, quand il a 3 doublés non liants et une charge moins, il est moins électronégatif que l'oxygène, donc plus partageur. C'est donc un site très donneur d'électrons. Alors, en ce qui concerne la nature du nucléophile, comparons ce qui se passe dans un mécanisme SN2 et SN1. SN2, c'est tout qui se passe en même temps, c'est-à-dire que le nucléophile vient attaquer le carbone, ce qui va entraîner le départ du nucléofuge. Pour pouvoir réaliser ce type d'action, le nucléophile doit être instable, c'est-à-dire très réactif. Il ne va pas attendre qu'un carbocation se forme pour aller l'attaquer. Donc en général, si vous avez un très bon nucléophile, c'est plutôt favorable au mécanisme SN2. En ce qui concerne maintenant la concentration de ce nucléophile, ça a aussi une influence sur le choix du mécanisme. Je vais reprendre pour ça les deux expressions des vitesses qu'on avait vues tout à l'heure et je vais faire le rapport. Si vous avez une réaction RY plus nu- donne R nu plus Y-, on va imaginer que cette réaction peut a priori passer soit par un mécanisme SN1, soit par un mécanisme SN2. Si on compare la vitesse de ces deux mécanismes et qu'on fait le rapport de la vitesse de la SN2 sur la vitesse du mécanisme SN1, bien, on détaille avec les expressions qu'on a données tout à l'heure. Pour une réaction SN2, on aura une constante de vitesse caractéristique de ce mécanisme multipliée par RY multipliée par la concentration du nucléophile. Pour la vitesse SN1, ce sera une constante cinétique caractéristique du mécanisme SN1
fois la concentration de RY. Et là, vous voyez qu'on peut simplifier en RY au numérateur et au dénominateur, puisque la réaction se passe au même endroit. Donc, c'est la même concentration. On est donc en train de dire ici que le rapport de la vitesse du mécanisme SN2 sur la vitesse du mécanisme SN1 est proportionnel à la concentration du nucléophile. Ainsi, si vous mettez un nucléophile très très concentré, vous augmenterez la vitesse de la réaction SN2. Et donc, vous ferez davantage de SN2 que de SN1. Alors, le point suivant, c'est la nature du solvant. Alors, le solvant en chimie, on a fait une leçon déjà là-dessus, vous savez que c'est extrêmement important. On a vu qu'il existait différentes familles de solvants et qu'on utilisait fréquemment, pour les classer, leur caractère polaire ou apolaire, protique ou aprotique. On peut aussi utiliser leur caractère dissociant. Je vous rappelle que le caractère dissociant, eh bien, il va intervenir dans la séparation des ions. Et justement, ce caractère dissociant, il est très important pour le mécanisme SN1. Pour le mécanisme SN1, l'acte élémentaire numéro 1, c'est le substrat RY qui lâche son groupe partant. Et on forme alors un carbocation F+, plus un groupe partant Y-. Vous serez d'accord avec moi pour dire que là, ici, c'est bien une séparation d'ions qui a eu lieu. Et donc, la caractéristique du solvant qui va être à prendre en considération, c'est son pouvoir dissociant mesuré par la permittivité relative epsilon R. Donc, si on a un solvant avec une permittivité relative élevée, eh bien, on aura plutôt un mécanisme SN1, parce qu'on va favoriser la formation des ions. De plus, lorsqu'on a des ions qui sont formés dans un solvant, quelles sont les interactions qui vont avoir lieu entre l'ion et le solvant? On en avait parlé dans la leçon C4L3, donc allez faire une petite révision si ce n'est pas clair pour vous. Ce sont des interactions de type ion-dipôle, toujours attractives. Et ces interactions ion-dipôle, donc le côté ionique, c'est soit le carbocation, soit le groupe partant, et le côté dipôle, c'est le dipôle du solvant. Ça veut dire qu'un solvant qui a un moment dipolaire élevé va réaliser des interactions ion-dipôle intenses et donc bien stabiliser les ions. Si on résume donc ce qu'on dit dans ce paragraphe, si vous avez un solvant qui a un moment dipolaire élevé, et qu'il a aussi une permittivité relative grande, eh bien ça veut dire que le mécanisme SN1 va être favorisé. A contrario, si vous avez un solvant qui ne réalise pas ces conditions-là, donc si c'est un solvant qui est peu polaire et peu dissociant, vous favoriserez le mécanisme SN2. Pour terminer, la nature du nucléofuge, pas grand-chose à savoir à son sujet. Le côté nucléofuge, donc groupe partant, relié, je vous le rappelle, au caractère base faible du fragment Y-, eh bien, il accélère à la fois le mécanisme SN1 et, enfin pas il accélère, mais il est favorable au mécanisme SN1 comme au mécanisme SN2. Donc ce n'est pas un critère décisif dans le choix du mécanisme. Ce qu'on va faire maintenant, c'est reprendre toutes ces informations-là dans le tableau qui porte sur donc, du coup, le critère de choix. Donc j'ai reproduit au tableau la grille, le tableau qui se trouve sur le document en page 10. Et ce que je vous propose de faire, en fait, c'est donc reprendre tous les items qu'on a vus et mettre des croix dans les colonnes quand le critère énoncé est favorable au mécanisme en question. Donc tout d'abord, si le substrat est nulaire, le carbocation qui est formé, ce serait CH3+. CH3+, ça n'existe pas. Donc un substrat nulaire, c'est très très favorable au mécanisme SN2. Si le substrat est primaire, on aurait un carbocation primaire. S'il n'y a que des chaînes alkyles, peu de stabilité. Par contre, s'il y a de la mésomérie, méfiance. Donc globalement, si on a un carbocation primaire, ce sera plutôt improbable. Donc mettons que ce soit plutôt favorable au mécanisme SN2, mais ce n'est pas impossible pour le mécanisme SN1.
Dans le cas où le carbocation serait secondaire, donc si le substrat est secondaire, eh bien les rôles s'inversent. Plus de probabilité pour le mécanisme SN1, et au contraire, on délaisse un petit peu le mécanisme SN2. Dans le cas d'un substrat avec un carbone fonctionnel tertiaire, eh bien, là, le nucléophile a très peu de chances d'arriver jusqu'au carbone fonctionnel, donc ce sera avec une quasi-certitude du mécanisme SN1. Deuxième point, l'encombrement des chaînes latérales autour du carbone électrophile, celui qui porte le groupe partant. Donc s'il y a un fort encombrement, le nucléophile ne peut pas se frayer un chemin jusqu'à cet atome de carbone, donc il doit attendre que le carbocation soit formé, c'est du mécanisme SN1. Si vous avez un très bon nucléophile, là c'est l'inverse, un nucléophile très fort, lui il ne va pas attendre que le carbocation se forme, il va attaquer le substrat favorable à un mécanisme SN2. Si vous avez un nucléophile concentré, on a vu qu'on augmentait le ratio de SN2. Si le solvant est peu polaire, peu dissociant, eh bien ça veut dire qu'on ne va pas faire apparaître de charge. C'est donc favorable au mécanisme SN2 qui ne fait pas apparaître de charge. Si jamais vous avez un solvant qui est au contraire très polaire et très dissociant, eh bien ce sera favorable au mécanisme SN1. Et enfin, pour terminer, la qualité du groupe partant favorise le mécanisme SN1 comme le mécanisme SN2. Donc ça, ce petit résumé, il faut que vous l'ayez en tête. Ça veut dire qu'il faut revenir sur tous les items qu'on a vus ici pour ensuite savoir trancher sur le choix du mécanisme.